La barre des 8 milliards d'humains vient d'être atteinte. 8 billion people. 8.000 millones de habitantes en el mundo. Quand je suis né, il y avait 2,5 milliards d'habitants. Sur moins de la vie d'un homme, la population mondiale a été multipliée par 3. On sera, selon les prévisions, 11 milliards en 2100. Il va falloir gérer la cohabitation de tout ce petit monde. Sommes-nous trop nombreux sur Terre? Il y a 10 000 ans, la Terre comptait entre 1 et 10 millions d'habitants. Pour vous donner un ordre de grandeur, 1 million c'est la population plus ou moins de Marseille aujourd'hui et 10 millions c'est à peu près celle de Londres. Pendant des millénaires, la croissance est restée lente, mais à partir du XVIIIe siècle, eh bien, tout s'accélère. La révolution industrielle, les progrès de l'agriculture, de la médecine ou encore de l'hygiène font exploser la population mondiale. En 1800, la Terre atteint 1 milliard d'habitants, puis 2 milliards en 1927. Depuis les années 80, la population augmente d'1 milliard d'habitants tous les 10 ans, atteignant donc les 8 milliards en 2022. Alors où va-t-on selon l'ONU? Eh bien un pic à 10,3 milliards devrait être atteint en 2080 avant une baisse progressive. La baisse progressive, elle s'expliquerait par la diminution du taux de fécondité, donc le nombre moyen d'enfants par femme. Mais alors sommes-nous réellement trop nombreux sur Terre? Eh bien c'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Bienvenue au passage à tous les nouveaux qui sont abonnés à cette chaîne YouTube des grands formats. Mais avant de vous laisser avec Hugo, si vous souhaitez préparer au mieux votre avenir, notamment d'un point de vue financier, le partenaire qui nous permet de réaliser cette vidéo, Trade Republic, pourrait vous intéresser grâce à leur implication sur 2 leviers, l'épargne et l'investissement. Trade Republic est une banque qui a pensé à différentes solutions pour que ses clients reprennent le contrôle sur leur argent. D'abord, l'argent ne dort jamais. En effet, lorsque leurs clients n'utilisent pas leur argent sur leur compte courant, cet argent rapporte quand même des intérêts bruts payés tous les mois au taux de la Banque Centrale Européenne. Par ailleurs, lorsque leurs clients dépensent de l'argent, ils économisent 1% sur chaque achat effectué. C'est ce qui est appelé le Safeback. Enfin, Trade Republic a lancé un nouveau plan d'épargne en action qui permet de faire fructifier son épargne au fil des années. C'est le premier PEA en France qui propose d'investir automatiquement chaque mois sans frais dans un portefeuille d'actions d'entreprises européennes. Et comme il s'agit d'un PEA, après 5 ans, les revenus générés sont exonérés d'impôt sur le revenu. Alors si vous aussi vous voulez mieux préparer votre avenir, le lien en description intègre un bonus de bienvenue sous condition de 20 € sous forme d'ETF pour les nouveaux clients. Bon, spoiler, l'idée de réguler la taille de la population pour s'en sortir, ce n'est vraiment pas une idée nouvelle. Mini récap en 30 secondes chrono. Dès l'Antiquité, le philosophe grec Platon défend l'idée que la taille de la population doit être régulée pour assurer la stabilité d'un État et éviter les déséquilibres, qu'ils soient sociaux ou économiques. Un peu plus tard, ou même beaucoup plus tard, puisqu'on est au XVIIIe siècle, l'économiste britannique Thomas Malthus formalise la théorie selon laquelle la population tendrait à croître plus rapidement que les ressources disponibles, une idée qui va donner naissance au courant du malthusianisme. Un peu plus tard, en 1968, le démographe américain Paul Ehrlich relance le débat avec son best-seller nommé La bombe P. P pour population. Il affirme que la surpopulation constitue une menace majeure pour l'environnement et la survie humaine, une idée qui va influencer à l'époque de nombreux débats à travers le monde. Mais alors, est-ce réellement le cas? Eh bien, pour le savoir, une question centrale se pose. Jusqu'où la planète peut-elle nous supporter? L'un des enjeux importants auxquels on pense assez directement, c'est la question de l'alimentation. Il y a plusieurs régions du monde, je ne vous apprends rien, qui font face à d'importantes pénuries alimentaires, voire à des véritables situations de famine. Pour vous donner une idée, en 2023, 1 personne sur 11 dans le monde a été confrontée à la faim, et c'est le cas de 1 personne sur 5, notamment sur le continent africain. La crainte qui est formulée par certains, c'est qu'avec encore plus d'habitants sur Terre, ces chiffres ne fassent qu'augmenter. Mais est-ce que c'est réellement une analyse qui est juste? Eh bien, on revient là-dessus dans un instant. L'autre défi majeur auquel on pense souvent quand on parle de ressources, c'est la question de l'accès à l'eau. Alors certes, on parle de planète bleue et l'eau, elle couvre plus de 70% de la surface de la Terre. Seulement, il faut quand même noter qu'il y a seulement 2,5% de ce volume qui est constitué d'eau douce, donc d'eau propre aujourd'hui à la consommation humaine. En réalité, aujourd'hui, il y a environ 1 personne sur 10 dans le monde qui n'a pas accès facilement à de l'eau potable. Et là encore, donc, certains redoutent qu'avec une population plus nombreuse, eh bien, l'accès à l'eau devienne encore plus difficile. Bon, et parmi les autres défis, rapidement, il y a aussi la question de l'urbanisation massive.
En 1950, on peut noter qu'il y a seulement 3 personnes sur 10 qui vivaient en ville dans le monde. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus important, c'est environ 5 personnes sur 10 qui vivent dans des zones urbaines. Et d'ici 2050, ça devrait être près de 7 personnes sur 10. Alors cette urbanisation, elle peut bien se passer dans certains cas, mais parfois, eh bien, ça mène à des problèmes importants. On peut penser à la demande croissante de logements abordables, mais aussi des besoins qui se posent automatiquement en matière de transport ou encore d'emploi. Enfin, vous le savez, il y a aussi évidemment la question de l'impact sur le climat. Aujourd'hui, les activités humaines sont la principale cause du changement climatique actuel. Alors forcément, intuitivement, on peut se dire qu'avoir encore plus de monde sur Terre ne risque pas de résoudre ces problèmes, bien au contraire. À noter que pour faire face à l'augmentation de la population, pendant longtemps, la solution a été de réaliser des gains de productivité pour donc produire plus de la nourriture par exemple et plus efficacement. Mais aujourd'hui, ces gains de productivité atteignent une forme de plafond selon certains. Ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo si jamais ça vous intéresse. Face à toutes ces problématiques, et depuis des milliers d'années, une solution qui revient régulièrement, c'est de réduire la natalité et globalement donc la taille de la population. D'ailleurs, dans son ouvrage La bombe P, Paul Ehrlich propose des mesures radicales pour lutter contre la croissance démographique. Il évoque notamment des pénalités financières pour les parents, mais aussi l'idée de diffuser à grande échelle des produits stérilisants pour limiter la reproduction. Parmi les pays qui ont mis en place des politiques pour limiter les naissances, l'exemple le plus connu et peut-être le plus parlant, c'est celui de la Chine qui a instauré la politique de l'enfant unique en 1979. Cette loi imposait aux couples d'avoir un seul enfant, hormis quelques exceptions. Et l'objectif affiché par le gouvernement, c'était de freiner la croissance de la population par crainte de ne pas pouvoir répondre aux besoins d'une population qui ne faisait qu'augmenter. Et effectivement, elle augmentait pas mal, puisqu'en 1945, ils étaient 500 millions contre près d'1 milliard en 1979. Ça, c'est l'exemple le plus connu d'une politique publique. Il faut quand même noter au passage, même si on s'écarte un petit peu du sujet, qu'il y a aussi depuis quelques années un nombre croissant de personnes qui tout simplement ne veulent pas d'enfants. On parle parfois du mouvement child free, donc sans enfants en français. Alors parfois c'est pour des raisons économiques, parfois c'est pour des raisons environnementales, parfois c'est pour tout un tas d'autres raisons. Si cette question d'ailleurs vous intéresse, l'an dernier j'ai fait un reportage avec l'équipe en Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est le pays avec le moins d'enfants par femme et on a abordé beaucoup plus en détail cette question, donc c'est disponible directement sur cette chaîne YouTube, si vous voulez le découvrir. Mais limiter la taille de la population présente plusieurs enjeux. Déjà, quand il s'agit de lois à l'échelle d'un pays, par exemple ici donc pour la Chine, il y a un enjeu éthique majeur à restreindre la liberté des citoyens à avoir des enfants comme ils le souhaitent. Par ailleurs, il y a également un enjeu économique, puisque une baisse rapide des naissances entraînerait un vieillissement accéléré de la population, ce qui poserait à terme des problèmes pour le financement des retraites et des systèmes de santé. On peut d'ailleurs noter que la Chine a supprimé sa politique de l'enfant unique en 2015, principalement à cause d'un vieillissement rapide de sa population, puisqu'il y avait moins de naissances et donc une population qui continuait à vieillir au fil des années sans se renouveler. Enfin, troisième enjeu majeur, même en réduisant drastiquement le nombre d'enfants par femme, la population mondiale continuerait d'augmenter pendant plusieurs décennies, et ce, du fait du nombre de nouveaux adultes en âge, malgré tout, à un moment donné, d'avoir des enfants. Et il semble alors plutôt illusoire, que ce soit pour des raisons éthiques, morales, ou pour des raisons d'efficacité dans sa mise en œuvre, d'espérer un impact rapide, par exemple, sur la question du climat, via un contrôle de politique des naissances. Et on en vient donc au point principal aujourd'hui. Pour une grande partie des démographes, la solution pour lutter par exemple contre le réchauffement climatique ou encore contre la faim dans le monde, elle ne se trouve pas dans une réduction de la taille de la population, mais elle se trouve surtout et avant tout dans une réduction de la surconsommation et une meilleure répartition des ressources. Et si vous le voulez bien, on va commencer par s'intéresser à la question des inégalités de consommation. Comme je l'évoquais plus tôt, et vous le savez, il y a des millions de personnes qui souffrent de la faim aujourd'hui, notamment dans certains pays d'Afrique. L'inquiétude donc chez certains, c'est que la croissance démographique, donc l'augmentation de la taille de la population, vienne aggraver ce problème. Sauf qu'en réalité, l'idée que la Terre ne pourrait pas nourrir sa population croissante, c'est une idée qui a été pas mal démentie par des travaux de recherche. Selon le prix Nobel d'économie Amartya Sen, les famines ne sont pas forcément dues à un manque de nourriture, mais plutôt à des inégalités d'accès et de distribution. Et ça peut être lié à des facteurs économiques ou encore à des facteurs politiques, par exemple donc la situation de conflit et de guerre. Par ailleurs, il faut noter qu'un tiers de la nourriture produite dans le monde est
perdue ou gaspillée tout au long de la chaîne alimentaire, depuis la production jusqu'à la consommation. Et à tout cela, il faut ajouter le fait qu'une part importante des cultures est aujourd'hui destinée à l'élevage. Par exemple, en Europe, 71% des terres agricoles servent à nourrir du bétail selon l'ONG Greenpeace. Pour résumer, il y a donc une question importante à aborder. Qu'est-ce qu'on consomme? Comment est-ce qu'on le produit? Et comment est-ce que c'est réparti et délivré au sein de la population mondiale? Sur la question de l'eau, de la même façon, il y a un enjeu de répartition aujourd'hui inégale. En théorie, il y a suffisamment d'eau douce pour répondre aux besoins humains, mais le problème, c'est que seulement 10 pays disposent de 60% de l'eau douce de la planète, alors qu'à l'extrême opposé, seulement 20 pays se partagent 5% de l'eau douce de la planète. Et à l'échelle locale, les tensions peuvent être parfois importantes. Vous avez sûrement déjà entendu parler de guerre de l'eau. Si on prend l'exemple local de l'Égypte, l'Égypte a une croissance importante de sa population. L'Égypte dépend fortement du Nil, qui est sa principale source d'eau douce. Or, dans la situation actuelle, la surexploitation de cette ressource, combinée à la pollution et aux effets du changement climatique, a aggravé la pénurie d'eau et menace aujourd'hui l'approvisionnement en eau potable et la sécurité alimentaire du pays. Parmi les derniers points, il y a la question de l'urbanisation donc, qui amplifie encore davantage les défis environnementaux. D'après le géographe Christian Grattalou, qui est interrogé par France Inter, si on prenait toute la population mondiale et qu'on la répartissait de manière parfaitement égale sur toute la surface de la planète, eh bien, on aurait en moyenne 60 habitants par kilomètre carré, ce qui est très peu. La planète, donc, en surface, n'est pas trop petite en soi pour l'humanité, même si la population continue à augmenter de façon importante. Mais le problème, et ce qu'on observe, c'est que à l'échelle locale, par exemple à l'échelle d'une ville ou d'une grande ville, eh bien la situation peut être très tendue. C'est dans ces zones-là précisément qu'il peut y avoir un sentiment de trop de monde en quelque sorte, avec un manque de logement, un manque de ressources, des embouteillages qui vont entraîner aussi beaucoup de pollution. On peut penser à des villes comme Mexico au Mexique, New Delhi en Inde ou encore Jakarta en Indonésie. C'est des exemples de mégalopoles où la densité de population, la pollution, les embouteillages, etc. atteignent des niveaux critiques, ce qui rend donc à l'échelle locale, en raison d'une surpopulation et d'une mauvaise gestion de certaines problématiques, eh bien, la qualité de vie difficile pour de nombreux habitants. On en vient naturellement au dernier point, mais en réalité, c'est peut-être le point majeur, celui qui permet réellement de comprendre le défi et pourquoi est-ce que la question de la réduction de la taille de la population n'est pas forcément le point le plus important. Il s'agit de la question climatique. Et le point majeur à comprendre, c'est celui-ci. Plus un individu est riche, plus il a tendance à consommer et donc, en général, plus il pollue. Pour vous donner une idée, en 2019, les 1% les plus riches, qui représentaient 77 millions de personnes, ont été responsables de 16% des émissions mondiales de CO2. C'est autant que l'empreinte carbone des 2/3 les plus pauvres de l'humanité, soit 5 milliards de personnes, selon l'ONG Oxfam. La responsabilité dans la crise climatique est donc aujourd'hui loin d'être partagée équitablement. L'enjeu, vous l'aurez compris, c'est donc d'abord de revoir nos modes de vie, en particulier ceux des plus riches qui polluent le plus. Alors bien entendu, dans les pays les plus pauvres, à mesure que le niveau de vie va évoluer et s'améliorer, l'impact sur le climat pourrait être plus important. Tout cela paraît évident, mais ça ne veut pas dire qu'il faudrait les empêcher d'améliorer leur quotidien. Ce serait évidemment complètement injuste, irréaliste et moralement inacceptable. Mais donc vous l'avez compris, c'est là que se joue l'essentiel de l'enjeu climatique. La taille de la population a évidemment un impact, mais c'est surtout notre mode de vie qui change grandement les choses et qui détermine d'une certaine façon si nous sommes trop nombreux sur Terre. Alors maintenant, il faut tout de même noter qu'à l'échelle de certains pays, notamment des pays plus pauvres ou des pays en voie de développement, le nombre d'enfants par femme, il est parfois important. Ici, et notamment dans un objectif de laisser à chacun la possibilité de réellement choisir, les experts soulignent l'importance d'investir dans l'éducation et l'accès à la contraception. L'objectif, au fond, c'est de permettre à chaque femme de disposer du choix de devenir mère ou non en fonction de ses aspirations et de ses possibilités, et donc de faire individuellement et en toute liberté son choix entre envie de fonder une famille, envie de poursuivre des études et de travailler, ou envie de faire les deux. Cette dynamique, elle est d'autant plus importante que selon le Fonds des Nations Unies pour la population, près de la moitié des grossesses dans le monde aujourd'hui ne sont pas intentionnelles. Alors, à la question « sommes-nous trop nombreux sur Terre ?», c'est difficile de répondre oui ou non à une question si importante. Localement, ce que l'on comprend, c'est qu'il y a des endroits où la concentration d'un nombre d'habitants important peut entraîner des tensions, notamment
notamment dans l'accès aux ressources. Mais si on prend le problème d'un point de vue plus large et à l'échelle mondiale, c'est une question plus complexe. Plus que la question du nombre d'habitants sur Terre, c'est en réalité la question de notre mode de vie, de notre consommation et de notre gestion des ressources qui est en jeu aujourd'hui. En tout cas, si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire directement dans les commentaires. Je prends le temps avec l'équipe toujours de lire vos retours et vos commentaires sur ces vidéos. Par ailleurs, si cette vidéo vous a plu, eh bien les autres vidéos disponibles sur la chaîne, que ce soit les interviews, nos reportages ou nos autres décryptages pourraient vous intéresser. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes encore nombreux à regarder ces vidéos régulièrement et à ne pas encore être abonné. Enfin, pour suivre l'actualité au quotidien, vous le savez, rendez-vous soit sur Instagram, soit sur notre chaîne YouTube dédiée aux actus du jour. Je vous mets le lien en description. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.